Merci. Bon, puisque vous êtes tous là, je vous dis bonjour. Nous vivons une époque rare, extrêmement rare, puisqu'elle n'arrive qu'une fois tous les 500 ans. Elle n'arrive une fois toutes les 500 ans, et la dernière fois, c'était la Renaissance. Un changement radical. On passe de la féodalité à la modernité, nous vivons la même chose. Ce n'est pas une crise que nous traversons. Ce que nous vivons au quotidien, c'est le changement d'une logique, de la logique économique, de la logique socio-économique au niveau mondial. Nous sommes en train de changer de paradigme. Et qui dit changement de paradigme, dit qu'il faut tout réinventer. Ça arrive une fois tous les 500 ans et ça tombe sur nous. Elle n'est pas belle la vie? On a tout à réinventer. Mais pour ça, il faut être lucide. Et être lucide, ça veut dire savoir que nous sommes en train de vivre aussi des ruptures fondamentales. Et ces ruptures sont irréversibles. Donc inutile de rêver, inutile de faire de la science-fiction. Ces ruptures sont irréversibles, elles sont 4. Première rupture, elle est écologique. Non pas au sens militant du terme écologique, mais au sens scientifique de la science écologique. Cette rupture écologique dit quoi? C'est très simple. C'est que la démographie humaine a eu une telle croissance exponentielle en moins de 200 ans qu'en face de ça, le réservoir de ressources disponibles est définitivement en train de s'amenuiser à grande vitesse. Nous avons épuisé en 150 ans, 80% des ressources naturelles non renouvelables. Deuxième rupture irréversible, c'est celle que l'on peut appeler numérique ou technologique. Nous avons vécu là et nous vivons là encore maintenant, et ça vient d'être rappelé, un incroyable saut de complexité. Nous sommes dans un monde dont les vitesses de référence n'ont plus rien à voir avec celles de nos parents ou de nos grands-parents. Nous avons devant nous un monde qui fonctionne non plus à quelques centaines de kilomètres à l'heure, comme nous avons l'habitude de le faire, mais un monde qui fonctionne à 100 000 kilomètres par seconde. C'est le temps que mettent les informations pour circuler sur la toile. Troisième rupture, le monde est devenu de plus en plus complexe. Les interactions entre les acteurs économiques et sociaux sont de plus en plus fréquentes. L'espace est aboli, le temps est aboli. Très bien. Et nous avons toujours les mêmes organisations qui datent des pyramides pharaoniques. Nous sommes toujours dans un monde hiérarchique, clairement trop lent, clairement trop lourd. Il faudra donc que nous intégrions l'idée qu'il va falloir changer radicalement nos modèles organisationnels pour pouvoir être à la hauteur de notre époque. Et enfin, dernière rupture et non des moindres, mais beaucoup plus douce, beaucoup moins visible, c'est la rupture que j'appellerais philosophique ou éthique. C'est que nous sommes dans un monde où clairement la prise de conscience est là. Les grandes promesses des siècles passés n'ont pas été réalisées et qu'il faut réinventer une autre manière de vivre basée sur d'autres valeurs. Il ne s'agit pas de poser un jugement de moraliste en disant « c'était bien avant, c'est moche demain » ou vice-versa. Simplement, les valeurs que nous avons jusqu'ici portées avec nous sont arrivées au bout de leur chemin et il faut réinventer autre chose. Et cette autre chose, c'est 2 mots pour moi. Le premier mot, c'est inventer du sens. Et le deuxième mot, c'est réinventer la joie. 4 ruptures qui proposent 4 réponses et qui sont 4 défis. Je vais donc déjà vous parler de demain avec 4 mots-clés. Premier mot-clé, puisque rupture écologique il y a, puisque la démographie est définitivement supérieure à la capacité de ressources, il va bien falloir rentrer dans une autre logique qui s'appelle la frugalité. La frugalité, ce n'est pas l'apologie de l'anorexie, soyons clairs. La frugalité, c'est faire beaucoup mieux avec beaucoup moins. C'est tendre partout à beaucoup plus de simplicité, c'est-à-dire à combattre partout la complication. Deuxième mot-clé, la révolution numérique que nous avons vécue et qui est toujours en cours aujourd'hui, appelle
une toute autre valeur émergente. Elle a toujours été là, mais marginale. Aujourd'hui, elle devient centrale, c'est la valeur de l'intelligence, de toutes les intelligences, y compris de cette intelligence des mains, comme l'appellent très joliment les compagnons du Tour de France. Donc toutes les intelligences sont aujourd'hui la matière première stratégique de toutes les entreprises. La rupture cybernétique, les modèles organisationnels sont en train d'évoluer. Et là, il y a un mot qu'il va falloir que nous intégrions dans notre vocabulaire, c'est le mot complexité. Le mot complexité, qui n'est pas la complication, qui est même son contraire. La complexité, c'est comment fait-on pour vivre dans un monde où les interactions sont infiniment plus nombreuses, infiniment plus rapides, infiniment plus importantes et porteurs de sens et de valeur, et dans un monde qui devient de plus en plus incertain. Et là, vous êtes au cœur de ce combat-là. Il est évident que l'horizon de visibilité des entreprises, de vos clients donc, est devenu extrêmement court. Aujourd'hui, raisonnablement, pour certains métiers, on peut penser à 3 mois, voire peut-être à 6 mois. Pour beaucoup de métiers, on pense à 3 semaines. On ne pense plus jamais à 5 ans ou à 10 ans. Et c'est peut-être une erreur. Et enfin, quand on parle de sens, quand on parle de joie, on parle tout de suite derrière cela de ce 4e défi qui est de type plutôt philosophique, qui est le défi porté par le mot qualité. Qualité de la vie, bien sûr, qualité de la vie au travail, bien sûr. Qualité des produits, qualité des services, mais bien plus profondément le qualitatif. Et là, vous avez, vous, un défi extraordinaire, car aujourd'hui, de plus en plus dans nos entreprises, les grands patrimoines stratégiques sont des patrimoines qualitatifs, des patrimoines qui ne sont pas quantifiables, des patrimoines qui ne sont pas comptabilisables. Ce qui ne veut pas dire du tout que la comptabilité n'est pas un outil qui a sa place au centre de la gestion des entreprises. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Elle est absolument nécessaire, mais plus du tout suffisante. Et qu'il va falloir que vos clients apprennent de plus en plus à gérer des patrimoines qualitatifs immatériels, non pas à la place, mais en plus des patrimoines quantitatifs matériels que nous connaissons bien. Nous vivons, vous disais-je, une révolution et une mutation importante de la logique économique. Allons très vite. Qu'est-ce que c'est qu'une logique économique? C'est 3 choses. Ça concerne la richesse, l'économie, mais c'est quelle richesse dont on parle? Quelle est l'unité de richesse? Qui sont les promoteurs de cette richesse? Et où sont les lieux centraux de cette richesse? Je ne vais pas épiloguer très longtemps, je vais simplement vous dire ceci. À la Renaissance, les bourgeois marchands sont devenus les promoteurs de la richesse. Ils ont demandé un outil qui était là, mais en très mauvais état. Ils ont eu la monnaie qui est le nouvel étalon de richesse. Et le nouvel endroit de la richesse à la Renaissance, c'est le centre de la ville, c'est la place du marché. Nous sommes toujours dans une économie monétaire, une économie marchande et une économie de marché. Moi, je voudrais vous proposer de réfléchir au fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une mutation colossale, à savoir qu'il y a un nouvel étalon de richesse en plus de la monnaie, qui est l'ensemble de ces richesses immatérielles qui font la valeur stratégique de nos entreprises, de nos produits et de nos services. Nous voyons de nouveaux promoteurs de richesses qui ne sont plus seulement les détenteurs du capital et de la force monétaire, mais les détenteurs de la connaissance, du savoir et de l'intelligence, et ce n'est pas les mêmes forcément. Et d'autre part, un nouveau lieu de richesse colossal qui est en train de prendre la place progressivement de la place du marché, c'est Internet, c'est le cyberespace, où les choses se passent selon d'autres règles du jeu, selon d'autres logiques, où tout change et où la PME a la même place, c'est-à-dire un site, que la grosse entreprise. Je vais vous montrer maintenant un petit schéma. Et ce petit schéma va vous montrer 2 courbes. Une courbe verte qui est en déclin, une courbe rouge qui est en déclin, une courbe verte qui est en croissance au contraire. Et ces 2 courbes représentent tout simplement la substitution que nous vivons, et j'insiste sur les mots, la substitution entre une économie de masse basée sur les investissements, c'est l'économie d'hier,
et une économie de valeur d'usage basée sur l'intelligence, c'est l'économie de demain. Et ces deux courbes sont en train de se croiser et elles indiquent simplement une petite chose. C'est qu'il y aura de moins en moins d'emplois sur la courbe classique de l'économie de masse et de plus en plus d'emplois sur la courbe verte de l'économie de l'intelligence. Ah ben, je vois qu'on a déjà anticipé mon geste. Vous voyez sur ce transparent, vous voyez des dates. Alors ces dates, je ne vais pas les commenter ici, ça nous mènerait trop loin. Je voudrais simplement faire 3 commentaires. Le premier commentaire, c'est que le grand bouleversement que nous vivons à l'échelle du temps se passe sur un siècle. Il a commencé en 1918. Donc, vous voyez, quand on dit on est dans une période de crise, mais ce sera bientôt fini, vous allez voir, tout va devenir comme avant. Je peux déjà vous dire de manière très sérieuse que rien ne reviendra comme avant et que c'est typiquement un discours que l'on tient quand on est un tenant de la courbe rouge en déclin. Deuxième commentaire que je voudrais faire, c'est que vous voyez que ces deux courbes se croisent aux alentours du début de l'an 2000, des années 2000. Donc ça veut dire que c'est déjà passé, on est déjà dedans. Et que le carré bleu que vous voyez autour de cette date 2006, qui est symbolique, eh bien c'est clairement la zone de grande turbulence. Une zone de grande turbulence qui dit simplement ceci, c'est que tous ceux qui vous racontent qu'on va ressortir de la crise ou des crises, ou qu'on va revenir à une situation comme avant, dans 6 mois, dans 9 mois, dans 2 ans, dans 1 an, eh bien, ce sont tous ou bien des ignorants ou bien des menteurs. Nous ne sortirons pas de cette zone de turbulence avant 2020 au mieux. Et quand je dis sortir de la courbe, de la zone de turbulence, ce n'est pas pour faire croire que la courbe rouge de l'économie de masse va reprendre du poil de la bête. En termes d'emploi, c'est la courbe verte qui va être pourvoyeur d'emploi et tout doit être changé par rapport à cela. Très très brièvement, vous voyez là une comparaison d'un certain nombre de points clés qui vous permettent de comprendre le changement de logique. Et je ne vais pas les commenter tous, je voudrais seulement faire 2 commentaires. Le premier commentaire, c'est, vous voyez, sur la courbe rouge, on parle de prix, sur la courbe verte, on parle de valeur. Je parle de manière plus technique maintenant. D'un côté, on parle de valeur d'échange comme étant le paramètre numéro 1. De l'autre côté, on parle de la valeur d'usage comme étant le paramètre numéro 1. Et ça change tout. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire qui m'est chère et personnelle. Je devais avoir une 12aine d'années probablement. J'étais en train de traîner dans la boutique de vêtements pour dames d'un de mes oncles et une jolie dame rentre et elle dit à mon oncle « Dites-moi, monsieur... » Non, pardon, elle voit une très jolie robe. Elle l'essaye, manifestement, ça lui va bien et la décision d'achat est prise dans sa tête. Elle se dirige vers mon oncle et elle dit à mon oncle « Dites-moi, monsieur, que vaut cette robe ?» Et écoutez bien, c'est la plus grande leçon de commerce que j'ai reçue de ma vie. Mon oncle lui a répondu « Madame, ce que vaut cette robe, je n'en sais rien. Ça dépendra de la manière dont vous la porterez, ça dépendra surtout des yeux du monsieur qui vous regardera avec. Par contre, moi, je sais à quel prix je vais vous la vendre. » Ça veut dire, au-delà du sourire, que prix et valeur, ce n'est pas la même chose. Et que nous avons construit une économie de masse où le facteur déterminant était le prix de vente. Nous sommes en train de basculer dans une économie de la valeur d'usage, c'est-à-dire une économie où le prix certes restera un paramètre important, mais certainement pas le paramètre le plus déterminant. Si ce que j'achète me rapporte beaucoup plus que son coût, son prix n'a pas d'importance. Vous êtes gentil, mais je n'ai pas fini. Voilà. Alors, vous êtes ici sous ce beau mot d'entreprendre. Eh bien, permettez-moi de vous proposer quelques clés pour entreprendre. Je crois qu'entreprendre, c'est d'abord définir le pourquoi de l'entreprise, non pas le comment. Ça, c'est les manuels de management répondent à cela très bien. Je ne vous parle pas du comment, je vous parle du pourquoi. Du pourquoi. C'est quoi la finalité? C'est quoi le but du jeu? C'est quoi le sens?
Et puisque je dois travailler avec des gens intelligents qui vont apporter leur intelligence comme facteur de valeur dans mon entreprise, je dois leur donner envie de travailler avec moi, et ce n'est pas un mince défi à l'époque qui est la nôtre. Eh bien, pour ça, je vous propose un mot-clé. Injecter de la noblesse dans votre projet d'entreprise. C'est-à-dire quoi, la noblesse? C'est un mot un peu désuet. Peut-être, ça veut simplement dire, mettez dans votre finalité d'entreprise de quoi permettre à vos collaborateurs d'en être fiers. 2. Il faut avoir des savoir-faire. Le savoir-faire, tous les savoir-faire différenciants sont le patrimoine stratégique numéro 1 de toutes les entreprises. Eh bien, il ne faut pas lésiner. Et ces savoir-faire, il faut y aller à fond. Il faut être excellent dans tout ce qu'on fait. Il faut atteindre la perfection dans le métier que l'on fait. Partout, simplifier. Combattre la complication. Combattre tous ces encombrements qui font que la vie est lourde et pas légère. Rentrez chez vous bientôt, puisque vous êtes ici pour quelques jours, et prenez le temps, d'un air désinvolte, les mains dans les poches, d'aller faire le tour de vos placards, de vos caves, de vos greniers, de vos garages. Vous verrez qu'on a l'art de s'encombrer la vie d'une quantité astronomique de choses inutiles. Ah ben, c'est vrai dans les entreprises aussi. Et la simplicité, c'est juste le contraire de cela. Pratiquer la frugalité, bien sûr. Il faudra que nous pensions à l'économie de la frugalité. Et moi, j'aime bien le dernier mot. Je crois qu'une entreprise se construit sur un style de management, sur un style qui, pour être vu, pour être perçu, pour être apprécié, doit cultiver l'élégance. C'est un mot qu'on voit peu dans les manuels de management. J'espère qu'on l'y trouvera de plus en plus. Eh bien, ça, c'est le message qui, à mon avis, permet de comprendre pourquoi nous pouvons passer de cette courbe rouge en déclin à la courbe verte en croissance. Ça, c'est votre tâche. Pour vos entreprises à vous, pour vos entreprises à vous, bien sûr, et pour vos clients. Donc, je termine en disant, je remercie à ces quelques milliers de moteurs du changement de m'avoir écouté. À bientôt. Merci Marc Halévy, merci pour ces